Chantal Nobel était au sommet. Avec Château Vallon, son visage illuminait les soirées françaises. Sa voix entrait dans les foyers, son nom semblait promis à durer. Puis, en une nuit d'avril 1985, tout s'est brisé dans le fracas d'une Porsche conduite par Sacha Distel. Mais le vrai choc ne fut pas seulement l'accident, ce fut ce qui suivit. Une chambre d'hôpital violée, une intimité traquée, une femme blessée transformée en spectacle. Avant de mourir, Chantal Nobel aurait confié un secret qui bouleversa la France. Quel était-il? Ensemble, ouvrons cette histoire. Elle n'était pas seulement belle. Elle avait cette élégance particulière des actrices qui semblent porter en elles une histoire avant même de prononcer leur première réplique. Un regard droit, une voix posée, une retenue qui disait plus que de longs discours. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. La route traverse la Nièvre, la nuit enveloppe les villages, les phares découpent l'obscurité. Tout paraît encore normal, presque banal. Une voiture, deux célébrités, une route de campagne. Puis, en quelques secondes, le monde bascule. La Porsche perd le contrôle, elle quitte sa trajectoire. Elle vient s'écraser contre un poteau en béton dans un village de la Nièvre. Le choc est terrible, sec, définitif. Dans cette fraction de seconde, il n'y a plus de gloire, plus de télévision, plus de rôle principal, plus de chansons, plus de public. Il n'y a qu'un corps projeté dans la violence du réel, un bruit, un silence. Puis les secours, les gyrophares, les voix pressées, le métal froissé, la nuit devenue tragédie. Sacha Distel s'en sort avec des blessures légères. Chantal Nobel, elle, est plongée dans le coma. 3 semaines d'absence. 3 semaines où le corps lutte loin des regards, loin des mots, dans cette zone étrange où la vie tient à un fil invisible. Ceux qui l'aiment attendent. Le public s'inquiète, la France retient son souffle. Mais lorsqu'elle revient à elle, rien n'est plus comme avant. Car survivre n'est pas toujours revenir. Survivre, parfois, c'est ouvrir les yeux dans un monde qui vous a déjà pris quelque chose d'essentiel. Chantal Nobel allait vivre, oui. Mais le prix de cette survie serait immense. Son corps porterait les séquelles du choc. Sa carrière, elle, ne reprendrait jamais vraiment le chemin qui s'ouvrait devant elle. L'actrice au sommet de sa lumière venait d'entrer dans une autre histoire, une histoire qu'elle n'avait pas choisie, et dont elle ne serait plus seulement l'héroïne, mais aussi la prisonnière. Après l'accident, il y eut l'hôpital. Et l'hôpital, dans l'imaginaire de chacun, devrait être un refuge. Un lieu blanc, silencieux, protégé. Un endroit où le monde reste derrière la porte, où la douleur peut respirer à l'abri, où un être humain a le droit d'être faible sans être observé. Pour Chantal Nobel, cette promesse fut brisée. Elle avait survécu au choc de la route, mais un autre choc l'attendait, plus sournois, plus humiliant, presque impossible à nommer. Alors qu'elle se trouvait dans une chambre d'hôpital, vulnérable, diminuée, encore prisonnière des conséquences de l'accident, des paparazzis cherchèrent à pénétrer dans cet espace intime pour obtenir des images d'elle. Non pas l'image de l'actrice souriante, maquillée, éclairée par les projecteurs, non. L'image d'une femme blessée. L'image d'un corps en convalescence. L'image d'une souffrance. Et c'est là que l'histoire de Chantal Nobel dépasse le simple récit d'un accident célèbre. Car le scandale ne fut pas seulement médiatique. Il devint moral. Il devint juridique. Il obligea la France à regarder en face une question dérangeante. Jusqu'où peut aller la curiosité du public? Jusqu'où peut aller la presse lorsqu'elle poursuit une célébrité jusque dans son lit d'hôpital? Une chambre où l'on soigne un corps brisé peut-elle devenir un terrain de chasse?
La réponse semble évidente aujourd'hui, mais à cette époque, la frontière était plus floue, ou peut-être moins respectée. Les années 1980 étaient des années de grande avidité médiatique. Les stars fascinaient, les drames vendaient, les images rares valaient cher. Et plus une personne était fragile, plus l'image semblait précieuse aux yeux de ceux qui ne voyaient plus un être humain, mais une exclusivité. Chantal Nobel devint malgré elle le symbole de cette dérive. Son nom fut associé à un tournant, celui de la reconnaissance de la chambre d'hôpital comme un espace privé, un lieu où la dignité du patient doit être protégée. Car un malade n'est pas un spectacle. Une blessure n'est pas une marchandise. Un visage fatigué, un corps immobilisé, une main tremblante, tout cela appartient encore à la personne qui souffre. Pas au public, pas aux photographes, pas aux journaux. C'est peut-être cela le plus terrible. Après avoir perdu une partie de sa mobilité, après avoir vu sa carrière s'effondrer, Chantal Nobel dut encore défendre ce qui aurait dû lui rester sans discussion possible. Son intimité. Elle dut rappeler, par son propre calvaire, qu'une célébrité ne cesse pas d'être humaine lorsqu'elle ferme les yeux sur un lit d'hôpital. Elle dut porter sur ses épaules une cause qu'elle n'avait pas cherchée, une cause née de l'indécence des autres. Pendant que son corps tentait lentement de se reconstruire, la France parlait d'elle. On commentait l'accident, on répétait les détails, on cherchait les responsabilités, on imaginait les circonstances. Pourquoi était-elle montée dans cette voiture? À quelle vitesse roulait-elle? La route était-elle dangereuse? Le conducteur avait-il perdu le contrôle à cause de la chaussée, de la vitesse, d'une erreur, d'un enchaînement fatal? Chaque question ouvrait une autre question. Chaque hypothèse ravivait la plaie. Mais derrière les débats, derrière les titres, derrière les conversations de comptoir et les analyses d'experts, il y avait une femme qui devait réapprendre à vivre. Le journal Le Parisien rapportera plus tard l'ampleur de ses séquelles. 3 semaines de coma, 3 années de rééducation, un handicap évalué à 80%. Des chiffres froids, des chiffres précis. Mais que disent-ils vraiment? Ils ne disent pas les matins où le corps refuse d'obéir. Ils ne disent pas l'humiliation d'avoir besoin d'aide. Ils ne disent pas les gestes simples devenus des montagnes. Ils ne disent pas le silence après les visites, quand la chambre redevient trop grande, trop blanche, trop calme. Et puis il y avait la carrière, cette carrière interrompue nette, comme une phrase coupée au milieu d'un mot. Château Vallon n'aura qu'une seule saison. Le feuilleton qui devait peut-être ouvrir un nouveau chapitre à la télévision française restera marqué par cette absence. Florence Berg disparaît, mais derrière le personnage, c'est Chantal Nobel que le public ne retrouvera jamais vraiment comme avant. Alors, oui, elle a survécu. Mais survivre, dans son cas, ne signifiait pas simplement continuer à respirer. Survivre signifiait vivre avec ce que l'accident avait pris, vivre avec ce que les regards avaient ajouté, vivre avec cette étrange injustice, être devenue encore plus célèbre au moment même où elle aurait voulu être oubliée, protégée, laissée en paix. Le procès, lui, vint plus tard. Comme arrivent souvent les procès, après les sirènes, après les larmes, après les premières nuits blanches, lorsque la société tente de mettre des mots, des articles de loi et des responsabilités sur ce qui, dans une vie, ressemble d'abord à un gouffre. En 1988, l'affaire revient devant la justice. La France ne regarde plus seulement l'accident comme un fait divers spectaculaire impliquant 2 célébrités. Elle cherche à comprendre. Elle veut savoir. Elle veut une explication nette, une vérité droite, une phrase capable de résumer la nuit du 28 avril 1985. Mais peut-on vraiment résumer une tragédie? Peut-on enfermer le fracas d'une voiture, la peur, la vitesse, la route, l'erreur humaine et le hasard dans une seule conclusion? Autour de l'accident, les questions s'accumulent. Pourquoi Chantal Nobel avait-elle pris place dans cette Porsche conduite par Sacha Distel? À quelle vitesse roulait le véhicule? La chaussée avait-elle joué un rôle? Le conducteur avait-il été surpris? Était-ce une faute, une imprudence, un concours de circonstances? Dans la salle d'audience, les mots deviennent techniques. On parle d'adhérence, de trajectoire, de freinage, de perte de contrôle. Les experts discutent, se contredisent parfois, chacun apportant sa lecture de la route, du choc, de l'instant où tout a basculé.
Mais pendant que les spécialistes reconstruisent l'accident, seconde par seconde, Chantal Nobel, elle, vit avec ses conséquences minute après minute. Pour elle, le débat n'est pas abstrait. Ce n'est pas un schéma, pas un rapport, pas une photographie de la scène. C'est son corps, c'est sa carrière, c'est son visage que le public ne regarde plus tout à fait de la même manière. C'est une vie coupée en deux, avant la Porsche, après la Porsche. Sacha Distel ne fut pas condamné pour homicide involontaire, car Chantal Nobel n'était pas morte dans l'accident. La justice le condamna pour blessure involontaire à une peine d'1 an de prison avec sursis. Une décision de justice peut établir une responsabilité, mais elle ne rend pas ce qui a été perdu. Elle ne rend pas les rôles manqués, les plateaux de tournage, les gestes d'autrefois, la légèreté d'un corps qui se déplaçait sans douleur. Elle ne rend pas les années confisquées. Et c'est peut-être là que naît la colère. Une colère profonde, légitime, presque physique. Chantal Nobel a longtemps porté en elle cette colère. Comment ne pas la comprendre? Elle avait travaillé, construit, attendu son heure. Elle venait d'atteindre ce sommet fragile que tant d'artistes poursuivent toute une vie. Puis tout s'était arrêté. Non pas progressivement, non pas avec le temps, mais d'un coup, en une nuit, en un choc. Être célèbre, c'est déjà appartenir un peu aux autres. Mais être blessé célèbre, c'est parfois leur appartenir davantage encore. La colère de Chantal Nobel ne venait pas seulement de l'accident, elle venait aussi de ce qui avait suivi. Cette sensation terrible que sa souffrance ne lui appartenait plus. Les journaux en parlaient, les gens commentaient, les curieux voulaient voir, les photographes voulaient approcher. On débattait de son état, de son avenir, de son visage, de son corps, comme si elle n'était plus une femme, mais une affaire nationale. Pourtant, les années passent. Elles ne guérissent pas tout, contrairement à ce que l'on dit trop vite, mais elles déplacent la douleur. Elles l'arrondissent parfois. Elles lui donnent une autre forme. En 2010, Chantal Nobel dira que sa colère est passée. Cette phrase, simple en apparence, contient une immense fatigue et peut-être aussi une immense victoire. Car laisser partir la colère ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas pardonner à tout, ni excuser l'inexcusable. Cela signifie seulement refuser que le passé continue de tenir les clés de la maison intérieure. Elle n'était plus l'actrice que la France avait connue dans Château Vallon. Elle n'était plus cette promesse suspendue dans la lumière des années 1980. Mais elle était encore là, debout autrement, vivante autrement, avec une dignité que rien, ni le métal froissé, ni les objectifs volés, ni les commentaires indiscrets, n'avaient réussi à détruire complètement. Et pourtant, derrière cette dignité, une blessure demeurait, une blessure plus intime que les autres, celle de n'avoir pas seulement été victime d'un accident, mais d'un regard. Un regard collectif, avide, impatient, presque cruel. Le regard d'un pays qui disait l'aimer, mais qui voulait aussi la voir souffrir. Avant la tragédie, il y avait chez Chantal Nobel une part de feu, ce feu que l'on oublie parfois lorsqu'on réduit une vie à son accident, car elle n'était pas seulement une actrice élégante, une héroïne de feuilleton, une femme photographiée dans les magazines. Elle aimait la vitesse, elle aimait l'élan. Elle aimait cette sensation étrange où le monde file autour de soi et où, pendant quelques instants, la peur ressemble presque à la liberté. Il y a là une ironie cruelle, presque romanesque. Chantal Nobel, la femme que la vitesse allait briser, avait elle-même connu l'appel des pistes et des moteurs. Elle avait participé au Paris-Dakar, cette aventure extrême où la poussière, la chaleur, la fatigue et le danger composent un décor presque mythologique. Elle y fut même remarquée, avec une 5e place dans la catégorie des camions. Ce détail, peu de gens s'en souviennent. Et pourtant, il éclaire toute l'histoire d'une lumière différente. On imagine trop facilement les victimes comme des êtres passifs, surpris par un monde plus fort qu'eux. Mais Chantal Nobel n'était pas une femme fragile au sens où l'on voudrait parfois l'entendre. Elle connaissait le risque. Elle connaissait les routes difficiles. Elle connaissait cette ligne invisible entre la maîtrise et l'abîme. Elle savait que la vitesse pouvait enivrer, qu'elle pouvait donner l'illusion de tenir le destin entre ses mains. Alors pourquoi cette Mila? Pourquoi cette route? Pourquoi ce poteau de béton? Pourquoi elle? Ces questions n'ont jamais vraiment cessé de tourner autour de son histoire. Elles reviennent comme des phares dans le brouillard. On croit les avoir dépassées,
Puis elles réapparaissent. Le public les pose parce qu'il cherche une logique. Les proches les posent parce qu'ils cherchent une paix. Et Chantal Nobel, peut-être, se les est posées d'une manière plus douloureuse encore, parce que c'était sa vie qui avait servi de réponse. Le destin aime parfois les symboles cruels. Une femme qui avait défié les pistes du désert se retrouve détruite sur une route ordinaire. Une femme habituée aux caméras est humiliée par des images volées. Une actrice qui vivait de regard se trouve blessée par le regard des autres. Tout semble se répondre, comme si la tragédie avait composé autour d'elle une symphonie sombre, faite de contradictions et de blessures. Mais c'est précisément cette complexité qui rend Chantal Nobel profondément humaine. Elle n'était pas une icône figée. Elle n'était pas seulement un visage de télévision, ni seulement une victime célèbre. Elle était une femme avec ses désirs, ses audaces, ses contradictions, ses silences. C'est une femme qui avait connu la lumière des plateaux, la poussière des routes, l'odeur de l'essence, les applaudissements, puis l'odeur froide des couloirs d'hôpital. Une femme dont la vie passa de la vitesse à l'immobilité, du mouvement à la rééducation, du rôle principal au combat intime. Et dans ce combat, quelque chose de plus vaste apparaît. L'histoire de Chantal Nobel n'est pas seulement celle d'un accident, c'est aussi celle d'une époque où la célébrité devenait une cage dorée. Une époque où la télévision faisait entrer les artistes dans les foyers, mais où les journaux, les objectifs, les rumeurs voulaient parfois entrer jusque dans leurs chambres. On aimait les stars, oui, mais on les aimait parfois mal. On voulait leur sourire, puis leur chute, leur glamour, puis leurs blessures, leurs secrets, puis leurs confessions. Alors se pose une question qui nous concerne encore aujourd'hui. Qu'avons-nous le droit de demander à ceux qui nous émeuvent? Parce qu'une femme a joué dans une série? Parce qu'elle a été applaudie? Parce que son visage est connu? Perd-elle le droit de disparaître derrière une porte fermée? Perd-elle le droit à la pudeur? À la fatigue? Au silence? Chantal Nobel a payé le prix d'une fascination collective qui ne savait plus s'arrêter. Son accident a attiré les regards, mais son hospitalisation aurait dû imposer une limite sacrée. Il y a des seuils qu'une société digne ne franchit pas. Le seuil d'une chambre de malade en fait partie. Car derrière chaque célébrité couchée sur un lit d'hôpital, il n'y a plus une star. Il y a un être humain qui souffre. Et lorsque cet être humain demande seulement qu'on le laisse respirer, ce n'est pas un caprice, c'est un droit. Peut-être est-ce là que commence le fameux secret. Non dans une révélation spectaculaire, non dans une intrigue cachée, non dans un amour interdit ou une vengeance tardive, mais dans une douleur plus simple, plus profonde, plus universelle. Chantal Nobel n'avait jamais seulement eu peur de mourir. Elle avait eu peur d'être regardée au moment même où elle n'avait plus la force de se défendre. Avec les années, l'histoire de Chantal Nobel a cessé d'être seulement une histoire de télévision, de célébrité et d'accident. Elle est devenue une sorte de miroir. Un miroir tendu à la France. Un miroir dans lequel chacun pouvait voir quelque chose de dérangeant. Notre curiosité, notre fascination pour les destins brisés, notre besoin presque enfantin de savoir ce qui se cache derrière les rideaux. Car il faut bien dire, lorsqu'une célébrité tombe, le silence est rare. Autour d'elle, aussitôt, les voix s'élèvent. On commente, on suppose, on interprète. On croit comprendre parce qu'on a lu 3 lignes dans un journal, parce qu'on a vu une photographie, parce qu'un spécialiste a parlé, parce qu'un témoin a confié une phrase. Mais que sait-on vraiment d'une douleur? Que sait-on d'une femme qui se réveille après des semaines de coma et découvre que son corps n'est plus le même? Que sait-on de la solitude qui commence quand les caméras s'éteignent? Chantal Nobel n'a pas seulement dû survivre à un accident. Elle a dû survivre au récit que les autres faisaient d'elle. Et c'est peut-être l'une des épreuves les plus cruelles pour un être humain. Ne plus pouvoir raconter soi-même sa propre histoire. Voir son nom circuler, son visage être évoqué, son état être discuté, comme si la vie intime devenait soudain un dossier ouvert sur la place publique. Une actrice existe par le regard, c'est vrai. Sur un plateau, dans une fiction, elle accepte d'être vue. Elle offre une émotion, un personnage, une part travaillée d'elle-même.
Mais il y a une différence immense entre être regardé dans la lumière choisie d'un rôle et être traqué dans la lumière brutale de la douleur. Dans le premier cas, l'artiste donne. Dans le second, on lui prend.